ces journées ont été riches et que beaucoup d'éléments ont été évoqués. Chaque présentation nous a apporté des éléments de réflexion. Et du coup, aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, quelle perspective pouvons-nous donner à toutes ces réflexions? Donc, on a vu ce matin, en tout début de matinée, que le mouvement en fait, dans lequel s'inscrivaient les recommandations, puis quel travail pluridisciplinaire avait demandé l'élaboration de ces recommandations avec, et le travail de long terme que cela avait demandé. Et ensuite, nous sommes arrivés au fait que ces recommandations apportaient plein d'éléments positifs et porteurs d'espérance avec le fait que tout n'était pas écrit dans les recommandations, mais les recommandations étaient un guide, un outil pour vos pratiques quotidiennes et aussi pour les familles et pour les patients, pour s'emparer de la rééducation au quotidien. Et ensuite, quel impact donc sur les formations, sur la formation des rééducateurs? Alors, évidemment, il reste du travail. Il y a encore plein d'éléments à définir ou à redéfinir, à mieux contextualiser, notamment les disparités de pratiques, la tarification. Mais maintenant, au terme de cette journée, nous voudrions insister sur le bénéfice de ce partenariat toujours constant entre familles, professionnels et patients au service de la rééducation. Alors, si je peux me permettre de compléter, oui, ce qui est important, c'est, et les recommandations d'ailleurs le disent bien, c'est les besoins du patient, c'est-à-dire on est là pour être non plus à son chevet, mais à son quotidien. Le patient est acteur de sa rééducation, de son acte de soin. On n'est plus à son chevet, on est au pied de sa salle de sport. Et ça a été très bien dit ce matin, et je crois que ce matin, ce qui a été dit aussi, ce qu'il faut qu'on retienne, ce qui a été dit par Alain Jo, c'est qu'en particulier, les pratiques de rééducation sont en train de changer parce que les modes économiques dans les établissements, les modes économiques libéraux changent. Et donc, il faut que nous aussi, en tant que et professionnels, et patients, et parents, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier, parce que ce truc-là, je vais vous dire un grand secret. C'est que la paralysie cérébrale, c'est comme Obélix. Vous êtes né avec, et si vous avez de la chance, vous mourrez avec, et en plus avec du diabète. Non, et puis la rééducation, on a vu aussi que c'était pas, et ça ne devait pas être l'apanage des seuls kinésithérapeutes. Tout le monde, tous les professionnels à leur niveau doivent être acteurs de ces recommandations, de l'auxiliaire de vie, jusqu'à l'éducatrice dans un établissement spécialisé. Parce que certes, il n'y a pas de moyen pour qu'il y ait un kiné. Les kinés salariés sont moins bien payés que les kinés libéraux, c'est un fait. Mais s'il n'y a pas de kiné dans la structure, peut-être que l'éducateur peut encourager l'enfant ou le jeune à aller jusqu'au réfectoire en marchant plutôt qu'en fauteuil roulant parce que l'activité physique c'est bénéfique. Peut-être aussi que lors de la réunion de projet de fin d'année, le chef de service ou l'éducateur référent peut passer 1 minute
pour dire aux parents, voilà, on ne vous demande pas d'aller à l'étranger pour faire soigner votre enfant et pour lui faire faire de la rééducation. Vous déplorez le fait qu'il manque de rééducation dans cet établissement, et on l'entend. Mais en pratique, vous pouvez, pendant le week-end, aller faire une balade de quelques mètres avec votre enfant pour l'encourager à marcher. Vous pouvez aussi lui faire faire un exercice pendant qu'il fait ses devoirs, ou plutôt que d'être assis dans son fauteuil roulant, s'il est dans une certaine position, ce sera bénéfique, et en même temps, il fera son travail, donc il y aura une source de distraction, et ça se passera mieux. Donc, c'est juste des tout petits exemples pour dire, à notre niveau, qui que nous soyons, nous devons tous être acteurs et porteurs du message véhiculé par les recommandations. Les recommandations elles-mêmes restent un outil. Et encore une fois, c'est à nous de le faire vivre. Et c'est à nous de venir, c'est grâce à nous tous que les recommandations pourront être complétées, enrichies, et au fil du temps, vivre et venir combler ce qui manque. C'est parce qu'on les fait vivre qu'on va voir que dans tel espace, il manque une recommandation, et qu'il faudrait plus faire une étude sur tel aspect ou tel autre. Mais ça, il n'y a que le temps qui nous le dira, et c'est que à condition qu'on soit tous acteurs. Donc, personnellement, ce que je retiens de cette journée, c'est vraiment cette co-construction ensemble, et le fait qu'on puisse tous, à notre niveau, quel que soit aujourd'hui notre niveau de formation, porter et véhiculer les messages de ces recommandations. Et ce que je retiens, alors il y a évidemment le message de ces recommandations, mais il y a aussi un message qui est primordial que tu as véhiculé, Gaëlle, tout au long de ton intervention tout à l'heure, et que je me permets de relayer, qui est le fait d'apprendre au sujet à se connaître et à bien se connaître. Parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, la kiné, que ce soit en centre ou en libéral, c'est un abonnement qu'on a. Et a priori, je n'ai pas de date de fin sur ma carte d'abonnement. Donc, j'ai intérêt à bien me connaître pour dire, là, j'ai besoin de ça parce que dans mon quotidien, je viens de glisser dans les toilettes et j'ai besoin de travailler mes applis. J'ai pris un exemple de tout à l'heure, c'est clair. On prend les exemples qu'on peut, on les a sur la main pour s'en servir. Je pense qu'il faut se servir de vous. Je suis désolé, mais il faut que vous deveniez des collaborateurs au sens noble du terme, et des outils d'une super boîte à outils. Oui, et puis peut-être pas hésiter aussi, puisque les recommandations et maintenant également certainement encouragent le développement et la pratique de l'éducation thérapeutique du patient. Quand vous connaissez au-delà des kinés ou des professionnels qui donnent des conseils qui bien sûr sont très utiles, quand vous sentez qu'il y a nécessité pour le patient que vous suivez d'aller plus loin, ne pas hésiter à faire appel à des patients experts que vous connaissez, parce que les patients experts, c'est pas encore très très connu en France. Encore moins en PC. Voilà. Et donc c'est en parlant et c'est en les rencontrant que ça va se développer. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. On n'est pas les deux seuls, il y en a d'autres. On est les deux meilleurs. On peut le dire, on est les deux seuls vraiment dans la salle. Mais du coup, voilà, sollicitez-nous en fait. C'est facile, appelez-nous, on est disponible, on peut venir, on bouge facilement. Alors physiquement, c'est contradictoire ce que je dis, mais on est capable de bouger et d'aller former et d'appeler aussi des patients. On a aussi tous les deux l'habitude
réseau, travailler en silo avec d'autres patients, des professionnels. Et n'hésitez pas aussi, si jamais vous avez des patients qui veulent aller plus loin, à les inviter à se former, à devenir patients experts. Parce que déjà, ça leur permettra de prendre du recul. Je pense qu'ils n'apprendront pas grand-chose sur la PCI, parce que ils connaissent souvent mieux la PCI que les formateurs eux-mêmes de patients experts. Mais par contre, ils en connaîtront plus sur la maladie chronique, la gestion de la maladie chronique, la vision de l'autre, les outils de communication, et la gestion de... Oui, c'est ce que j'allais dire, la gestion de crise et ces choses-là. Je peux dire quelque chose ? Bien sûr. Non, ce que je voulais partager avec vous une réflexion. Une journée comme celle-là, il y a 10 ans, bon, il n'y avait pas les recours, donc on n'aurait pas fait une journée comme celle-là, mais en fait, il y aurait eu les recours il y a 10 ans, vous ne seriez pas sur l'estrade, parce qu'on aurait fait ça entre nous, entre professionnels, clairement. Hein, c'est quand même votre place, elle devient dans la réflexion, elle devient de plus en plus importante, que ce soit dans le partage d'expériences, dans la formation, dans la prise de hauteur, etc., dans l'analyse d'éléments communs. Je veux dire, vous avez une place de plus en plus importante. Ça, c'est un premier point, je voulais le souligner quand même, c'est pas rien. Moi, j'ai vécu des années où les personnes n'étaient pas là, pas présentes. On était entre professionnels. Et puis vous saviez bien. Oui. Et je voudrais juste finir un truc, c'est que j'ai vécu pas mal d'années en professionnel en me disant, finalement, la personne avec paralysie cérébrale, elle est au centre de nos réflexions. Elle est au centre. Cette réflexion, je la dois à Julia Boivin, qui est patient expert. Et finalement, cette position au centre, finalement, c'est plus celle-là que vous prenez maintenant. C'est une position de co-concepteur, de co-organisateur. Vous n'êtes plus au centre de la réflexion, vous êtes avec. Et je pense que c'est dans l'esprit de la représentation de votre place, je pense que c'est très très important d'avoir ce changement d'orientation spatiale de l'organisation des relations. Tu ne vas pas commencer à nous parler de changement d'organisation, s'il te plaît. Voilà, c'était juste une remarque que je voulais partager avec vous. Merci Philippe, parce que... Merci Philippe. Merci Philippe. Alors, un merci à titre personnel, déjà, vu mon parcours, mais que je ne dirai pas ici. Mais un merci était à titre personnel. Et ensuite, un merci de nous intégrer dans votre réflexion au global. En fait, je crois que ce qu'on veut, c'est pas être au centre, c'est vraiment être au milieu de vous et offrir une réflexion collective, qu'on s'offre à chacun le pouvoir de réfléchir collectivement pour le bien-être des enfants, adultes, personnes vieillissantes avec PC, d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Je crois que l'enjeu, c'est ça. Pardon, je t'ai coupé. Oui, alors, justement, juste avant que Philippe prenne la parole, j'allais dire, je comptais le dire juste après, mais j'allais dire qu'il y a 10 ans, effectivement, aucun patient expert n'aurait été invité à une journée comme celle-ci. Et juste pour continuer ce que disait Guillaume, je crois que ce qui fait la force
des patients experts, c'est justement qu'ils ne partent pas de leur expérience personnelle qui est subjective, mais à partir de ce qu'ils ont vécu et de leur formation, ils passent à du collectif. Et c'est ça. On ne vient pas raconter notre histoire personnelle. On va plus loin. Je voulais vérifier que mon micro fonctionne, mais a priori il fonctionne. Il y a quelque chose que j'aimerais bien évoquer, parce que c'est complètement dans le sujet. Nous avons très peu d'actions de formation que l'on partage avec des professionnels dans les établissements et avec des familles. Et chaque fois que ça a eu lieu, chaque fois que moi j'ai eu en tout cas à porter ce genre de formation, j'ai trouvé que c'était tout à fait passionnant, cette rencontre entre l'expertise des techniciens et l'expertise des parents. Et sur des sujets très appliqués comme l'aide au transfert, comme l'alimentation, où les familles ont forcément, dans des situations complexes, trouvé leurs solutions. Et ça amène des réflexions et c'est très vertueux, en plus comme rencontre. Ça contribue à désamorcer un certain nombre de tensions qu'il peut y avoir entre à la maison ils mangent comme ça, nous on voudrait que dans le centre en face aussi manger comme ça, chez vous ils mangent des morceaux, enfin des choses qu'on connaît tous quoi. Et je me dis que quand on a des commandes, moi ça m'arrive régulièrement d'interpeller la direction qui nous commande, ou la personne des ressources humaines qui est un peu paumée, ou le cadre, en disant mais est-ce qu'il y aura une place pour les parents sur toute ou partie de la formation? Alors souvent la question étonne, ne choque pas, je dis bah oui on ne l'a pas pensé comme ça, mais une prochaine fois pourquoi pas. Et je me dis que vous qui êtes acteurs sur le terrain, intervenez dans des établissements, vous pouvez aussi être porteur de cette préoccupation quand se réfléchissent dans vos établissements des actions de formation, de se dire mais bon, sur cette action de formation qu'on aurait dans l'équipe, ce serait quoi l'implication des parents? Complètement. Et puis, pour compléter, Alain, l'avantage des parents, c'est que lui, il voit son enfant le soir. Je prends cet exemple volontairement, le soir au dîner, où il y a eu la fatigue de l'établissement, la fatigue de transport, le groupe machin qui s'est pas bien passé parce qu'il dit que le truc n'était pas là. Et que du coup, il fait plus de fausses routes le soir. Oui, il est crevé. Mais sauf que ça, si on n'entend pas les parents, et les parents, ils ont chacun leur petite technique pour laisser passer la fausse route du soir. Et comme Philippe le disait tout à l'heure pour les formations, où il parle des situations de terrain, inviter des kinésithérapeutes, inviter les parents et les patients, c'est aussi permettre de partir des situations concrètes de terrain qui sont différentes. Donc, quelle place on leur laisse et voilà, comment est-ce qu'on ouvre nos portes? Voilà. Justement, je trouve très bien que vous abordiez ce problème en fait, des parents et d'intégration des parents. Il y a une chose qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que beaucoup d'enfants vont faire des stages intensifs à l'étranger et ces parents, qui nous connaissent très très bien, qui savent ce qu'on fait, nous produisent, nous remettent des films qu'ils ont fait avec leurs enfants et ils nous disent, là dernièrement j'ai reçu un mail en disant voilà ce qu'il a fait, peut-être que vous pourriez vous en inspirer. Et là, je me dis, mais en fait, c'est vrai que les parents, alors quand ils sont dans les CAMS, quand ils sont en libéral, chez les petits, les parents assistent aux séances de rééducation. Moi, j'ai vraiment très très peu de parents, si j'en ai 2 parents qui me demandent de venir assister aux séances de rééducation, c'est à peu près tout dans l'établissement. Et encore, je ne sais même pas si j'en ai les 2. Je me disais que suite à ce message, je me suis dit, mais peut-être qu'il faudrait que j'invite un petit peu plus ces parents. Alors c'est difficile, c'est une école, il y a un centre de soins qui est annexé, etc. Mais peut-être que ce serait bien parce qu'en fait, les parents n'ont pas, au fur et à mesure que j'ai reçu des films quand même de leurs enfants, pour plusieurs, parce qu'effectivement je communique avec eux, donc ils me donnent des films,
je me dis qu'en fait, ils ne savent pas vraiment non plus peut-être ce que l'on fait avec leurs enfants et ce qu'ils sont capables de faire. Et comme si, lorsqu'ils vont en stage comme ça, intensif à l'étranger, eh bien, il y a une révélation pour eux, c'est-à-dire que l'enfant arrive à faire des choses qu'il ne soupçonne absolument pas. Et là, je pense qu'effectivement, cette intégration, c'était une réflexion qu'on s'est fait là, pas plus tard qu'à la rentrée septembre, puisque j'ai reçu ces films d'une petite que je suis depuis maintenant des années, et à chaque fois, les parents me transmettent. Et là, c'est le papa qui me dit, mais peut-être vous pouvez vous en inspirer, là, alors qu'on fait tout un tas de choses, et des exercices qu'on faisait évidemment avec cet enfant-là. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, l'intégration, alors c'est pas toujours facile, mais il faut y penser quand les enfants, nous on les accueille à partir de l'âge de 6 ans. Là, cette jeune dont je vous parle, elle a aujourd'hui 12 ans. Donc vous voyez, même à 12 ans, je pense que eh bien, je devrais faire venir le papa et voir, assister à une séance de rééducation lorsque sa fille fait aussi avec nous. Merci, voilà une très très belle illustration de réfléchir en institution, comment on peut faire différemment. Et alors bien sûr, c'est pas simple, il faudra renoncer à des choses pour créer de nouveaux espaces, c'est clair. Alors il y a une question du chat, c'est comment devient-on patient expert? Où est-ce qu'on est formé? Et où est-ce qu'on les trouve en région? Où est-ce qu'ils se cachent? Alors, je crois que je vais être galant sur cette question. Je crois que je vais être galant et je vais refiler la patate chaude. Non, je vais la si tu veux. Je vais la prendre. Alors, il y a deux types de formations pour devenir patient expert, mais il y en a principalement deux qui sont dispensés aujourd'hui dans les universités. Il y a quelques DU, il y en a un à Paris en particulier, c'est celui que Gaël et moi nous avons fait. Et je crois que c'est vraiment important de ne pas s'auto-proclamer patient expert. Je crois que c'est vraiment la prise de recul par le début est vraiment important. Et je crois que c'est vraiment plus important que les fermenteurs pour les patients. Enfin, ce n'est que mon point de vue à titre très personnel. Juste pour compléter, plusieurs formations sont ouvertes aux patients pour se former en éducation thérapeutique du patient. Et la formation ne s'appelle pas devenir patient expert. Et l'intérêt de ces formations, il y en a 5 aujourd'hui en France, c'est qu'elles sont pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'il y a autant des professionnels de santé que des patients. Le premier établissement à avoir offert cela, c'est l'Université des patients à Paris. Donc c'est le DU que nous avons fait, Guillaume et moi. En même temps, je tiens à signaler. Et ensuite, moi j'ai complété par un master d'éducation thérapeutique du patient. Et dans ce cadre-là, en fait, ça permet, quand on est patient, le master et qu'on n'est pas professionnel de santé, parce que moi j'exerce dans un autre domaine, ça permet d'accompagner seul, sans supervision, des patients. Et c'est l'intérêt, et Guillaume et moi, l'intérêt que nous avons vu, au-delà de la prise de recul à cette formation, c'est vraiment le partage, et ça a été dit aujourd'hui à plusieurs reprises, la pluridisciplinarité et le partage des savoirs. Où est-ce qu'on les trouve? La deuxième partie de la question. Des patients experts? Ouais, alors, il y a une liste qui se vend sous le manteau. Alors, il y a un projet qui est en cours pour établir une liste. On peut vendre une liste sous le manteau, mais elle n'est pas faite. Donc, du coup, ceux qui veulent la vendre, vous prendrez la moitié d'un truc. Sur Facebook, qui est un réseau social qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, il y a un groupe qui s'appelle Diplégie Spastique, sur lequel l'un comme l'autre nous intervenons, et pas au titre de patient expert, nous intervenons à titre perso. Et non, il n'y a pas de liste, il n'y a pas d'annuaire aujourd'hui du patient expert, et encore moins du patient expert PC. Mais dans les centres de référence, notamment Paris, Lyon, les médecins ont des contacts de patients experts PC, les médecins de rééducation, et les centres
centres type Saint-Maurice et type à Lyon, l'Escale ou encore le centre des Massues. Et ils peuvent nous donner nos coordonnées. Et quand je dis nous, c'est pas Guillaume et moi, c'est... C'est plus généralement, c'est l'ensemble des patients, du panel de patients experts qui ont formés en PC. Formés en PC. Enfin, mais cela dit, si jamais vous voulez échanger à la fin, hein, pour garder nos coordonnées à nous, on est assez trouvable sur LinkedIn. Voilà, on est nous assez trouvables, hein, mais je ne sais pas non plus même. Est-ce qu'il y a une question encore ou est-ce que dans la salle, je ne suis pas commissaire priseur, du coup je vais taper 3 fois et basta. Mais du coup, on va vous parler d'avenir. Et on va vous parler d'avenir proche, parce que en lien avec la paralysie cérébrale, plusieurs événements proches sont programmés. Donc, le premier, la semaine prochaine, voilà, le 4 octobre, c'est la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Et à cette occasion, la Fondation Paralysie Cérébrale organise une soirée pour, encore une fois, faire connaître la paralysie cérébrale et notamment un projet multi-européen sur le dépistage et le diagnostic de la paralysie cérébrale chez le nouveau-né et le très jeune enfant. Donc c'est à 18h30 mardi prochain, 4 octobre. Est-ce que tu connais l'adresse? Moi je l'ai pas trouvé, mais je pourrais vous demander. Nathalie? Ouais. Donc vous trouverez toutes les informations sur le site de la Fondation Paralysie Cérébrale dans la rubrique Actualité. En fait, l'accueil se passera à 18h. Il y a 2 parties à cette réunion. Une première partie qui est autour des suites du livre blanc de la paralysie cérébrale, qu'est-ce qui a avancé, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics. Il y aura, en principe, elle a donné son accord, la nouvelle ministre chargée du handicap, Geneviève Darrieussecq. Et en deuxième partie, le projet Ensemble, qui est le gros projet autour du diagnostic précoce de la paralysie cérébrale que la Fondation soutient. Et donc c'est 42 rue du Rocher, si je ne me trompe pas, dans Paris 8e. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Fondation. Il n'y aura pas de replay en direct, mais il y aura un replay YouTube. Voilà. Et donc vous êtes bienvenus. Il n'y a pas de frais d'inscription. Merci Nathalie. Merci beaucoup Nathalie pour ces précisions. Et merci pour le complément sur la première partie. Et alors le deuxième événement C'est un événement qui concerne le CDI. Ça tombe bien, puisque c'est une journée de formation organisée par l'Institut. Du coup, on va vous vendre la suite. Mais inscrivez-vous vite. Eh bien, sur le sujet, est un sujet absolument génial. Je le dis d'autant plus que c'est un sujet qui est relativement peu abordé, qui est le sujet de la rééducation du patient lourdement atteint, du patient vivant avec une GMFCS 5. Et c'est d'autant plus génial qu'aujourd'hui, on l'a vu ensemble toute la journée, les recos parlent de GMFCS plutôt basse, même si jamais il y a une petite phrase qui dit que je l'ai lu et que tout va bien. Mais en vrai, je trouve que c'est vraiment important parce que dans vos établissements aujourd'hui, il y a des personnes avec du GMFCS 5, des personnes qui communiquent par diplôme, qui communiquent par par synthèse, qui communiquent par voie oculaire, tout ça. Et je pense qu'on a vraiment des apports à leur offrir en se formant entre professionnels et en écoutant ce que font les autres professionnels. Donc je vous invite vraiment tous à vous inscrire auprès de l'Institut le plus rapidement possible.
parce que la journée est le 13 décembre, le 12 et 13 décembre, et que ça va venir très vite. Donc vraiment, je vous demande de vous inscrire le plus rapidement possible. Ne pas oublier que ces journées sont prises en charge par certains, par vos OPCA, OPCO, machin, autre truc. Et donc vraiment, ne pas oublier d'envoyer un mail à l'Institut, de vous inscrire. On est quand même mieux en vrai qu'en visio. La visio, c'est génial, ça existe. Mais en vrai, on peut vraiment les changer. Merci vraiment à chacun pour votre participation à la journée.